que je suis toute petite, j'ai toujours été passionnée par les boutiques d'antiquités. Quand j'étais gosse, mes parents et moi allions toujours rendre visite à cette vieille boutique, au coin de la rue, pour y faire de bonnes affaires. Le week-end, les autres familles allaient sûrement faire du lèche-vitrine dans les centres commerciaux ou dans des animaleries. Mais nous, on allait chercher notre bonheur chez les antiquaires. On s'est souvent moqué de moi à l'école pour ça. Mais je m'en fichais. Ces boutiques me passionnaient. L'odeur des vieux meubles, la couverture déchirée des vieux bouquins dans les étagères, et même les vieilles peintures à l'huile sur les murs étaient des choses que j'adorais. Je me demandais toujours comment tous ces trucs en étaient arrivés là. Qu'est-ce qui peut bien pousser une personne à vendre l'argenterie familiale? Une robe de mariée? Ou même le portrait très ancien d'un de leurs ancêtres? Mon père s'amusait souvent à imaginer et à me raconter des histoires pour justifier la présence de chacun de ces objets dans la boutique. Cette robe de mariée là-bas, elle a appartenu à une femme qui n'a jamais pu se marier parce que son fiancé était un agent secret, toujours en voyage. L'argenterie ici, c'était le butin d'une bande de voleurs qui l'ont volé au président de la République il y a des années. Et ce portrait-ci, c'est à quoi ressemblait vraiment l'homme au masque de fer. J'adorais ces histoires, et mon esprit d'enfant les acceptait, comme la réalité, peu importe si elles étaient invraisemblables. Bien des années plus tard, alors que j'allais vers la trentaine, l'une des dernières choses que j'ai faites avec mon paternel avant de quitter son foyer a été d'aller voir une dernière fois ce bon vieil antiquaire dans notre ville natale. Au bout de 40 ans de business, le pauvre s'apprête à mettre la clé sous la porte en peu de temps. Comme à la bonne époque, on se racontait des histoires à dormir debout, en regardant les objets à vendre. Mais cette fois, mon père avait décidé de m'offrir quelque chose, n'importe quoi, du moment que ça me faisait plaisir. Au début, je ne savais pas trop quoi. Je savais pertinemment qu'avec le cancer qu'on venait de lui trouver, ce cadeau allait sûrement être l'un des derniers qu'il me ferait. Comme j'allais bientôt emménager en ville, avec mon fiancé, je me suis dit qu'il me fallait quelque chose de pratique, mais aussi de durable, pour qu'il me rappelle mon père, à chaque fois que je le verrais. Finalement, j'ai jeté mon dévolu sur un énorme coffre en bois massif. C'est bien un coffre. On y entrepose des objets, des vêtements, des souvenirs. C'est bien les souvenirs. Et ce n'est pas le genre de truc qui casse au bout de 6 mois, non. Vu la tête de l'engin, ce coffre allait pouvoir entreposer tout et n'importe quoi. Pour au moins 100 ans de plus. Le seul bémol, c'est qu'il pesait 1 tonne et que son contenu était inaccessible pour le moment. Son précédent propriétaire l'avait donné, même pas vendu, à l'antiquaire la veille, avec un gros verrou en métal dessus, sans la clé et rempli de toutes sortes de choses que l'antiquaire n'avait pas encore eu le temps de regarder. Le fait est que, au bout de quelques minutes, à débattre du prix, ce coffre était à nous. Une fois arrivé dans mon nouveau chez moi, je le mis dans un coin du salon, avec les autres cartons de déménagement. Comme ce n'était pas vraiment la priorité pour le moment, il resta une bonne semaine dans un coin de la pièce, le temps que mon copain et moi fassions comme chez nous. C'est un vendredi soir, une fois le dernier carton vide, que je me décidai enfin d'ouvrir ce coffre pour le vider. Au bout de plusieurs minutes à galérer avec une pince pour couper le cadenas, j'abandonnai cette idée et, au risque de l'abîmer, utilisai un pied de biche pour finalement venir à bout de cette saleté. Le cadenas vola en éclats et le coffre était déverrouillé. À peine eus-je soulevé le couvercle que j'entendis le téléphone sonner. Je me levai donc, pris le téléphone, le portai à mon oreille et me figea quelques instants avant de le lâcher. Votre fiancé vient de mourir. J'étais tellement sous le choc que je ne pris même pas la peine de le ramasser. Je me suis sentie tellement vide que je n'eus même pas la force de pleurer. La seule chose que je pus faire, c'était marcher jusque dans ma chambre et m'écrouler sur mon lit. Je pense ne jamais m'être endormie aussi vite. Au réveil, ma première pensée fut « Est-ce que l'appel d'hier soir était un cauchemar ?» C'est en voyant le téléphone encore par terre que j'ai réalisé que non. La journée se passa de manière plutôt banale finalement. Un café, une douche,
Un autre café, une visite chez la police, encore café. L'identification du corps à la morgue, avec la famille du défunt, et un café. C'était bien lui, percuté par une voiture hors de contrôle à 130 km/h, en plein centre-ville. Et le pire, c'est que cet enfoiré a pu prendre la fuite. La première chose à laquelle j'ai pensé en voyant son visage, c'était que ce chauffard a dû être la dernière personne à l'avoir vu encore en vie. Ça m'a rendue folle de rage, mais j'essayais de me contenir en me disant que la police était sur le coup et que cette enflure n'allait plus pouvoir jouer à l'auto-tamponneuse encore très longtemps, maintenant qu'ils avaient une partie de sa plaque et le modèle de son corbillard ambulant. La torture administrative étant enfin terminée, je rentrais chez moi, à pied, le long de la route, sûrement pour mieux pouvoir voir la plaque de chaque conducteur qui passait près de moi. Ou peut-être était-ce parce que j'avais une folle envie de me jeter sous les roues du premier camion que je verrais passer. Rentré dans notre petit nid d'amour, je me suis dit qu'il détesterait me voir comme ça, et qu'il me mettrait sûrement un bon coup de pied au derrière, pour me dire de me bouger et d'arrêter de déprimer. L'imaginer s'énerver contre moi, pour mon propre bien, me redonna vaguement le sourire quelques secondes. Mais plus important encore, ça me donnait assez de motivation pour ne pas juste rester là, à rien faire et à déprimer. Le déménagement était terminé, mais il me restait encore ce coffre à vider, et je n'y avais même pas touché depuis que j'avais reçu cet appel. Je me suis donc assise devant, et j'ai soulevé le couvercle pour découvrir le contenu du coffre. Aucun louis d'or pirate, malheureusement. Seulement de vieux ustensiles de cuisine, rouillés, emballés dans du papier journal et de vieilles fringues à moitié moisies. Rien là-dedans allait pouvoir me servir, et l'odeur était insupportable. Même à la morgue, je n'eus pas autant la nausée. Promptement, j'ai jeté les ustensiles à la poubelle, et je m'apprêtais à faire la même chose avec les fringues, quand un livre tomba de la pile de linge. Quand il tomba au sol, un frisson me traversa, et une fois ces vieilles fripes jetées, je ramassai le livre. C'était un carnet en fait, un vieux carnet, relié, comme on n'en fait plus. Et bon sang, qu'est-ce qu'il me paraissait lourd, et froid surtout, glacial. Rien qu'en le tenant dans mes mains, j'eus la chair de poule, et fus pris de tremblement. Une autre chose qui attira mon attention était que j'avais beau fixer la couverture pendant plusieurs minutes, je n'arrivais pas à distinguer quoi que ce soit. Je veux dire, je pouvais voir que le livre avait une couverture unie de couleur sombre, mais le noir était si profond que j'avais l'impression de regarder directement dans un abîme. Au toucher, je n'arrivais même pas à distinguer en quoi il était relié. Cuir, carton, caoutchouc, bois, je n'en avais aucune idée. Je m'assis dans la cuisine pour pouvoir feuilleter son contenu avec un énième café. Peut-être racontait-il une histoire intéressante, ou peut-être même la vie palpitante de quelqu'un comme vous et moi. En tout cas, j'avais cruellement besoin de me changer les idées. En ouvrant le carnet, à la première page, une feuille m'entailla le doigt, et en sursautant, une goutte de café et de sang tombèrent sur le papier encore vierge. Déjà, je savais que le précédent propriétaire du coffre n'avait rien écrit là-dedans. Ensuite, j'ai encore remarqué quelque chose d'étrange. Le papier n'avait pas absorbé le café, et n'avait même pas été marqué par la goutte. Alors qu'à côté, le sang avait complètement été aspiré par la page. La marque qu'avait laissée la goutte de sang était d'un rouge parfait. Mais j'arrivais presque à distinguer une lettre à l'intérieur, comme si une partie du papier n'avait pas été marquée par le sang. C'est en me moquant de ma propre bêtise que j'étalais mon doigt blessé sur la page, histoire de faire une plus grosse tache de sang, pour me prouver à moi-même qu'il n'y avait aucune lettre, et que mon imagination me jouait des tours. Je n'en croyais pas mes yeux. Le sang avait bien marqué la page, mais des lettres, et même des mots, une phrase apparaissait à l'intérieur des taches, comme si tout le papier absorbait mon hémoglobine, sauf aux endroits où était inscrit « Le savoir contre du sang ». Une phrase simple, mais mon cerveau n'assimilait pas ce qui était en train de se passer
devant mes yeux ébahis. Contrairement à la vaste majorité de la population, j'étais très superstitieuse et je ne plaisantais jamais avec ces choses-là. Avais-je trouvé une sorte de grimoire au fin fond de ce coffre? Ou était-ce juste l'œuvre d'un petit plaisantin qui a réussi, je ne sais trop comment, à fabriquer un carnet qui réagit au contact du sang? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir, et je n'avais rien à perdre. Je me munis d'un couteau de cuisine et délicatement, je m'entaillai le creux de la main gauche pour qu'un peu de sang tombe sur la page. Le liquide dévoilait de nouveaux mots sur le papier. En échange de sang frais, ce livre permet à son possesseur de changer le cours de son destin. J'en étais pratiquement sûre maintenant. On m'avait pris la chose qui m'était la plus chère, et ce livre pouvait m'aider à la récupérer. N'y réfléchissant pas deux fois, je me fis une deuxième entaille, cette fois dans le creux de ma main droite, et versa le sang. Toute la page était maintenant recouverte d'hémoglobine, sauf aux endroits où était écrit « Le savoir contre du sang, en échange de sang frais, ce livre permet à son possesseur de changer le cours de son destin. Chaque page contient une série d'instructions pour des rituels permettant de réaliser n'importe quel souhait. Mais chaque page doit être dévoilée avec un sacrifice. » Bien que mes mains me faisaient affreusement mal, mon choix était fait. Ce livre sera la clé pour corriger l'injustice dont j'ai été victime. Et pour cela, il allait me falloir du sang. Beaucoup de sang. Au début, je me contentais juste de vider de petits animaux, comme des mulots ou des rats. Le genre de truc qui allait manquer à personne. Mais il ne contenait que juste assez de sang pour révéler un ou deux mots. Ce n'était jamais assez pour satisfaire mon appétit insatiable pour la lecture. Après avoir mis au chômage technique toutes les agences de dératiseurs de la région, je me suis mise à m'intéresser aux chats et aux chiens du voisinage. Les résultats étaient bien plus probants. Un quart de page pour chaque matou sacrifié pour mon bien-aimé. Comme n'importe qui, je me sentais mal de devoir tuer de pauvres animaux sans défense. C'était monstrueux et cruel, mais j'étais devenue quelqu'un d'autre depuis qu'on m'avait enlevé mon chéri. Ce n'est qu'au bout de quelques semaines, à jouer au chat et à la souris, que j'ai pu lire « Le sang est l'essence de toute existence, et c'est la source de tous les pouvoirs. Pour changer le cours de son futur, de larges quantités de sang frais sont requis. La première étape, pour faire de ses désirs la réalité, est de dessiner un pentacle sur le sol avec du sable, en plaçant des bougies en cire à chaque branche. » Alors que mon projet avançait à pas de géant de jour en jour, la police m'avertit que le meurtrier de mon fiancé n'avait pas été retrouvé et que le dossier avait été classé sans suite. Incapable! Mais je n'étais cependant pas énervée. Grâce à moi, cet enfoiré allait recevoir le traitement qu'il méritait, tôt ou tard. Pour continuer dans les bonnes nouvelles, mon père avait été hospitalisé à cause de son cancer qui s'aggravait. Et pour couronner le tout, la police patrouillait de plus en plus souvent dans le quartier, à cause de la disparition soudaine de beaucoup d'animaux domestiques. Mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. Trop de sang avait été versé, et laisser tomber en cours de route serait insulter mon bien-aimé. Je me demande ce qu'il penserait de mes actions. Aurait-il fait comme moi? Se serait-il retrouvé quelqu'un d'autre? Il n'aurait pas pu passer à autre chose. Je suis sûre qu'il approuverait. 3 mois après l'accident, j'arrivais à court de globules rouges et d'options. Chaque page que je remplissais révélait de moins en moins de mots, et les animaux que je pouvais tuer étaient de moins en moins nombreux. J'avais l'impression que ce satané bouquin se moquait de moi. Plus je lui donnais du sang, plus une étrange chaleur se dégageait de lui. Et plus j'arrivais près de la fin du livre, moins de mots étaient révélés par les litres de sang que je lui donnais. Les paragraphes qui apparaissaient devinrent quelques phrases. Les phrases devinrent des mots, et les mots devinrent des lettres au fil de mon avancement. De moins en moins de sang était à ma disposition, et plus il m'en fallait. J'allais devenir folle. Une fois le pentacle mis en place, il faut se placer au centre du cercle. Presque 2 mois entiers
à tuer des animaux pour ces quelques mots. Désespéré, j'en suis même arrivé à m'attacher une ceinture au bras et à me trancher les veines de l'avant-bras. Au bout de quelques minutes, à pisser le sang sur le livre, je perdis connaissance. Je crus mourir, mais par miracle, je survécus par la seule force de ma volonté. Il me fallait garder du sang pour moi, parce qu'après tout, c'est le sang qui alimente le cœur. Et mon cœur ne me permettra pas de lâcher avant de l'avoir revu. Et dire clairement ce que l'on souhaite avant de... Marcher sur le seuil de la porte de la mort n'avait révélé que ce fragment de phrase. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Il n'y avait plus d'animaux à tuer autour de moi, et mon propre corps avait atteint ses limites. Seul le souvenir de mon bien-aimé me confortait dans mon désespoir. Je pouvais encore changer mon destin, il ne me fallait plus que quelques litres. Le livre précisait bien du sang frais, donc cambrioler une banque de sang n'était pas une option. L'idéal serait d'avoir quelqu'un d'entier pour me servir à révéler la dernière page. Mais tuer quelqu'un? Allais-je vraiment prendre la vie d'un autre être humain? C'était la limite que je m'étais fixée à ne pas dépasser en commençant. Et pourtant, j'étais si près du but. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui ne manquerait à personne. Un SDF peut-être? Non, non, ils sont bien trop visibles dans la rue. Et je me ferais sûrement arrêter. Quelqu'un de vulnérable et qui n'opposerait aucune résistance. Une femme ou un enfant? Qu'est-ce que je raconte? Je ne me reconnais plus. Et si c'était quelqu'un de déjà mourant, que j'échangeais contre mon amour? Ça fait maintenant 6 mois que cet accident s'est produit. Le coupable a été arrêté, après qu'il ait failli écraser un passant, et la police a été félicitée pour son efficacité et sa rapidité à appréhender cet homme. Le vieil antiquaire a définitivement fermé ses portes, et tous les biens qu'il possédait ont été vendus aux enchères. Mon père est mort à l'hôpital il y a quelques jours, et demain, j'assiste à son enterrement. Encore aujourd'hui, les médecins ne comprennent pas pourquoi il a décidé de mettre fin à ses jours en se tranchant les veines du fond de son lit d'hôpital. La police veut récolter mon témoignage à ce sujet. Et tout ira bien cependant, car mon fiancé est à mes côtés, et je sais pertinemment ce que le destin me réserve.